On voulait vous faire justement pour répondre un petit peu à toutes ces interrogations, une partie sur terminer cette séance sur les formes d'azote, parce qu'on a toujours beaucoup de questions, surtout quand les prix de l'azote ont tendance à flamber, et puis évidemment sur la partie outils de pilotage. Alors, quelle forme d'azote? Tout d'abord, première technologie, ce sont les inhibiteurs de nitrification. Les inhibiteurs de nitrification agissent, donc là je vous ai remis le cycle de débobinage entre guillemets de l'azote dans le sol, de la forme urée à la forme nitrate qui est la forme absorbable, on va dire, par la culture. Donc ces inhibiteurs de nitrification, donc il en existe plusieurs, hein, la nitrapyrine, DCD, DMPP et le thiosulfate. On fera un petit focus thiosulfate également, qui revendique à la fois des effets inhibiteurs d'uréase et inhibiteurs de nitrification. Donc on a testé plusieurs produits que vous avez listés ici, hein. En termes de résultats d'essai, je vous ai mis le tableau. Alors, c'est un tableau un peu barbare, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché avec des différences parfois assez sensibles. Vous voyez le nombre d'essais, vous avez une colonne avec le nombre d'essais sur lesquels on a pu tester ces produits, donc des essais historiques, hein, parce que c'est des produits, on en parle beaucoup aujourd'hui quand il faut faire des économies, mais c'est des produits qui existent sur le marché depuis longtemps et les procédés, on va dire, de chimiques sont bien connus. Globalement, on a testé le Lentec 26 avec différentes stratégies d'apport. Vous voyez que l'on n'a pas d'effet à la fois que ce soit sur le rendement ou sur la teneur en protéines. Il y a des produits qui aujourd'hui ne sont pas commercialisés, mais pour lesquels on n'avait pas vu d'effet, donc avec l'inhibiteur, le DMPSA, et également la nitrapyrine, qui a pu être testé en application. Donc, c'est des produits qui sont pulvérisés au sol. Et comme vous pouvez le voir, sur des bases ammonitrates ou solutions azotées, on n'avait pas d'effet significatif, que ce soit sur le rendement ou sur la protéine. Quand vous voyez l'écart de rendement ou de protéine avec NS à côté, ça veut dire que statistiquement, il n'y a pas de différence entre les modalités testées. Donc, sur ces inhibiteurs de nitrification sur blé, pas d'effet significatif sur le rendement et la teneur en protéines. Quand on regarde côté inhibiteur d'uréase, donc ça c'est des procédés qui sont un petit peu quand même plus développés. Donc là on va agir à un autre endroit du cycle de l'azote. On agit évidemment sur la transformation qui se fait par hydrolyse entre l'urée et l'ammoniac. Donc là on a plusieurs molécules. Le NBPT qui est bien connu, dans le Nexen, Lutec, Lunovius, et il y a le NBPT et le NPPT, donc qui est également un inhibiteur d'uréase, qui est contenu dans le limus également. Donc l'idée de ces inhibiteurs d'uréase, hein, c'est bien de ralentir le cycle de transformation de l'urée en forme ammoniaque, où on peut avoir de la volatilisation, et donc avoir une libération plus lente, enfin un ralentissement du cycle de cet azote, pour que l'azote soit mis, on va dire, un petit peu plus en continu, entre guillemets, à disposition de la plante, et d'éviter les formes pour lesquelles on est sensible à la volatilisation et pour lesquelles on peut avoir des pertes significatives en termes de volatilisation. Alors en termes de résultats, ici je vous ai mis la synthèse globale, donc on a 53 essais de 2012 à 2019. Comme vous pouvez le voir, on a trié sol calcaire, sol non calcaire. Pourquoi? Parce que quand on est en sol calcaire, on s'expose d'autant plus à la volatilisation. Ça accélère les phénomènes de volatilisation. Et donc, c'est plutôt dans ces sols calcaires, ou à dominante calcaire, on va dire, où on est d'autant plus exposé à ces phénomènes de volatilisation. Donc, quand on regarde la synthèse globale de ces 53 essais, vous avez l'effet sur le rendement, la protéine, comparé à des bases urée ou des bases ammonitrates. Côté rendement, vous le voyez ici, globalement, en sol calcaire, les urées plus inhibiteurs d'uréase sont
eh ben, vous le voyez, potentiellement, donc, sont significativement plus performantes que l'urée, solo. Ça, il y a pas de question là-dessus. Et sur des bases AMO, on est sur une légère tendance. Là, il y a plus 1,6 quintal en sol calcaire. C'est un petit peu moins vrai en sol non calcaire. Mais globalement, côté rendement, ce qu'il faut retenir, c'est que ces urées plus inhibiteurs d'uréase sont significativement plus performants que l'urée et sur des bases font au moins aussi bien, on va dire, que de l'ammonitrate, voire un petit peu mieux dans les sols vraiment calcaires. Côté protéines, on est sur des performances égales à l'ammonitrate, donc on est sur ce qu'on peut faire de mieux, on va dire, en termes de valorisation. Sur des bases urées, on est, pour le coup, significativement meilleur. Là, vous avez quasiment plus 0,3 points de protéines en sol calcaire et plus 0,2 en sol non calcaire. Donc, ces inhibiteurs d'uréase ont bien un effet significatif sur les pertes, la diminution des pertes par volatilisation. Et donc, de ce fait, ça se traduit directement par un CAU, un coefficient apparent d'utilisation de l'engrais, qui est meilleur. On le voit très bien. Tout type de sol confondu, on améliore le CAU de ces engrais. L'urée, sur des bases urées, on est nettement meilleur. Sur des bases amont, on est également meilleur, ce qui explique un petit peu ces effets sur le trait quand même, sur le rendement et la protéine côté comparaison ammonitrate. Concernant, donc là, on était sur des bases urées juste avant, hein. Quand on regarde ces mêmes inhibiteurs, et là, on a eu beaucoup de questions, ces mêmes inhibiteurs, pardon, utilisés avec la solution. Alors, il faut savoir que dans la solution, il n'y a pas que de la forme urée, hein, donc on peut déjà s'attendre à des effets un petit peu plus limités. Quand on regarde les trois grands produits qu'on a pu tester, l'Azokip, la Grotein, le Limus, donc ça, c'est une synthèse de 20 essais 2013-2019, sachant qu'il y a des additifs qui arrivent comme l'Extensol ou l'Atip, ce sont les mêmes produits, hein, c'est du NBPT, donc on peut s'attendre aux mêmes effets. Ce que l'on constate, c'est que ces additifs de solution, vous le voyez quand on le compare à la solution, donc c'est la première ligne, on pourrait dire que l'on est légèrement meilleur que la solution, mais vous voyez, c'est non significatif. Mais en tout cas, déjà, c'est que ça ne dégrade pas. Par contre, on reste moins performant que l'ammonitrate. Ça reste vrai pour l'addition de ces produits additifs. Côté protéines, c'est un petit peu plus performant. Côté protéines, hein, vous voyez qu'on est significativement plus performant que la solution solo. Pour l'Azokip et la Grotein, un petit peu moins pour le Limus. Par contre, une fois de plus, on est moins performant que l'ammonitrate. Donc ça reste un classement que l'on connaît historiquement. Donc en résumé, côté rendement, on ne voit pas grand-chose. Côté protéines, il y a un petit mieux. Faut savoir par contre que c'est quand on regarde tout ça, et on le verra juste après, hein, ça a un gros effet sur les pertes par volatilisation. Et ça a d'autres avantages d'un point de vue évidemment environnemental, un avantage qui est quand même aussi également important aujourd'hui à prendre en compte. Justement, pour regarder tout ça, un petit mot sur le thiosulfate, donc qui a une activité inhibiteur d'uréase, comme je vous le disais. Donc là, j'ai repris un élément de biblio où vous avez les quantités d'azote perdues par volatilisation en fonction du temps, du délai après l'apport. Donc là, vous avez le nombre de jours après l'apport et ici la volatilisation en ordonnée. En référence, vous avez la solution solo, donc c'est les points carrés, là, hein, la courbe avec les points carrés tout en haut, donc c'est la solution solo qui volatilise le plus, pardon. Ensuite, vous retrouvez deux groupes. Le groupe du milieu, c'est la solution avec du thiosulfate d'ammonium ou du thiosulfate de calcium. Donc, il n'y a pas de différence entre le thiosulfate d'ammonium ou le thiosulfate de calcium. Vous voyez que c'est intermédiaire. Et puis en dessous, on retrouve la solution avec la Grotein, hein, la Grotein qui est constituée de NPPT. Donc, le thiosulfate, ça a une efficacité sur la volatilisation. On le voit en comparaison de la solution solo. Par contre, on est intermédiaire et on n'est pas sur les niveaux que l'on peut atteindre avec des inhibiteurs type NBPT. On voulait aussi vous faire un petit focus sur les engrais foliaires.
Côté engrais foliaire, j'ai une diapo. Ah non, pardon, j'ai deux diapos. La première, c'est comment, quand on met de l'engrais, de l'azote foliaire, comment il est absorbé par la plante. Premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut savoir que quand on pulvérise sur une culture, déjà, il y a la part qui est interceptée. On a fait des tests avec des colorants. Il faut savoir qu'au stade de nœud, on intercepte à peu près 30% du produit, et à épiaison, 60 à 80%. Donc, quand on vient pulvériser ce type de produit, il faut déjà être sur des stades assez avancés pour éviter qu'on ait des pertes au sol de ces produits. Ensuite, côté absorption de ces produits, évidemment, l'hygrométrie, alors ça, c'est vrai pour tous les produits pulvérisés, on a un effet hygrométrique qui est important. Sur des faibles hygrométries, on va avoir que 30% du produit qui vont être absorbés, et sur des hygrométries élevées, 70%. Donc, quand on veut positionner ces produits en rattrapage dans des conditions de sécheresse, eh ben, vous voyez qu'on peut avoir des hygrométries qui sont faibles, et donc déjà une absorption qui peut être limitée. Et puis ensuite, la translocation, donc c'est une fois que le produit est rentré dans la culture, comment il se déplace et quels sont les produits qui se déplacent le mieux. Eh ben, faut savoir que l'urée se déplace mieux que le NH4 et que le NO3. Donc il y a cet effet translocation et composition des produits qui peut rentrer en compte des performances des produits. D'autant plus que cette translocation, elle est effective si vous avez un fonctionnement hydrique de la plante correct. Donc, ce qui est important à rappeler dans les situations où on peut être amené à positionner ces produits. En termes de performance, vous avez ici une synthèse d'essais où il y a quand même un nombre d'essais significatif. À gauche, vous avez l'effet sur le rendement de ces apports d'engrais foliaire. Vous avez en ordonnée ici le rendement avec azote foliaire et ici le rendement comparé à l'ammonitrate. Donc on est toujours à dose équivalente d'azote absorbé dans les deux situations. Donc, il y a autant d'unités d'azote qui ont été apportées à l'hectare, que ce soit avec l'engrais foliaire ou avec la quantité d'ammonitrate. Alors comment on peut faire ça? C'est que dans tous les essais, on a une courbe de réponse à l'azote et on vient appliquer sur différentes modalités eh ben, les recommandations d'apport du produit foliaire d'engrais. Donc c'est plutôt des apports évidemment sur la fin de cycle, fin montaison, les premiers apports étant réalisés sur des bases ammonitrate classiques. Et notre courbe de réponse à l'azote, que ce soit en rendement ou en protéines, nous permet de recalculer, eh ben, avec la modalité avec engrais foliaire, je peux exactement retrouver la quantité d'azote grâce à ma courbe de réponse, que j'ai pu mettre en 100% ammonitrate. Donc vous voyez que côté rendement, on est sur l'épaisseur du trait, on a un écart non significatif de 0,5 quintal. Côté protéines, on a une petite perte potentiellement significative liée aux apports d'engrais foliaire. Ça, c'est en lien avec le fait que les recommandations font que on a potentiellement dans les essais des fractionnements différents et fait que on a pu mettre en défaut certaines modalités avec les apports en modalité azote foliaire. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est pas qu'il y ait des plus et des moins, c'est que globalement, on n'a pas d'écart, que ce soit en protéines ou en rendement, entre la quantité d'azote équivalente apportée entre de l'ammonitrate et des engrais foliaires. Après, derrière ça, il faut bien évidemment mettre le coût de ces produits ramenés à l'unité. Voilà concernant les engrais foliaires. On voulait vous faire également, on a testé énormément de biostimulants depuis maintenant un nombre d'années importante. Là encore, ça va être des tableaux, je vais les passer assez vite. Vous allez comprendre pourquoi. On a testé à peu près toute la gamme qui existe sur le marché aujourd'hui et on sait que tout ce qu'il en existe de nombreux. On a testé par exemple le premier, le Blue Wen, hein, qui sont de chez Corteva, des bactéries endophytes. On a testé des acides aminés, on a testé des extraits d'algues. Donc c'est la même présentation que le tableau de tout à l'heure, hein. Vous avez ici les commentaires. On a respecté évidemment les recommandations d'application des firmes dans toutes les situations et je vous ai mis l'effet rendement et l'effet protéines.
de l'application de ces produits en complément d'une fertilisation classique de base comparée à un témoin. Quand c'est non signi enfin, quand il y a la petite indication NS, c'est que c'est non significatif. Donc vous le voyez, on a, que ce soit rendement ou protéines, ici peu d'effets. Un léger effet, rendement, donc faiblement significatif pour l'appetizer. Côté rendement, c'est non significatif, côté protéines. D'autres éléments, avec des principes actifs, toujours des glycines, bétaïnes, des acides aminés, de la silice, des acides aminés, encore des acides aminés. Vous voyez que là, globalement, c'est non significatif sur l'ensemble des essais, hein. Vous voyez jusqu'à 13 essais sur 2 ans, 7 essais sur 2 ans. Un petit effet ici, du Labine Énergie, sur l'effet protéines. C'est faiblement significatif et donc on est à +0,14. Sinon, sur les autres, produits, rien à voir. Concernant encore d'autres produits, des extraits de plantes, des extraits d'algues encore, toujours des acides aminés. Donc vous voyez avec des compositions, certaines, solutions, apportent également des éléments nutritifs, en plus du procédé, de base. Ici, on avait, d'un point de vue statistique, que ce soit rendement et protéines, aucun écart, significatif. Et puis dernier groupe de produits testés, ça, vous les retrouvez dans nos communications, hein, c'est des éléments qu'on a largement communiqués. D'autres procédés, sur des processus de fermentation, des micro-organismes ou des thés de compost. Également là, peu de choses à voir, si ce n'est, ici, sur l'effet de certains micro-organismes. Donc c'est sur 3 applications à 5 litres hectare, où on avait un léger effet, significatif sur la partie protéines sur ce produit. Donc au global, on a testé beaucoup de choses. On a peu ou pas d'effet agronomique de ces produits, sur le rendement ou la protéine. Bien évidemment, parfois certains de ces produits coûtent cher à l'hectare et évidemment la rentabilité n'est pas forcément, au rendez-vous, surtout que pour la plupart, c'est non significatif côté rendement ou protéines.